Bonjour Marie, Bonjour Nico. ravi de te recevoir sur mon podcast Comptoiria pour ce 76e épisode. Marie, donc je voulais absolument t'avoir sur le podcast. Donc toi, tu es entrepreneur, investisseur dans la tech. Tu es connue parce que tu es la CEO, cofondatrice de Hayden, qui a été revendue donc à une big tech, donc à Twitter à l'époque. Hayden qui était déjà une boîte d'IA que tu as revendue en 2019. Tout à fait. Donc bravo, donc tu étais très early sur le sujet, on va pouvoir en parler. Tu es aussi donc business angel, tu as fait plein d'investissements dans des super boîtes, on va en parler tout à l'heure. Euh, et aujourd'hui, tu es aussi venture partner chez First Minute Capital, un super fonds. Tout à fait. C'est un fonds anglais de seed, un fonds d'amorçage qui a 400 millions en gestion et qui fait des tickets d'environ 1 million d'euros, de dollars ou de pounds si vous êtes en Angleterre, dans des startups diverses et variées. Je m'occupe en particulier des boîtes d'IA. Génial. Donc à tous, en tout cas, si vous avez un projet extraordinaire, contactez Marie. Avec plaisir. Super. Marie, donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative depuis 1 an et demi, grosso modo, ChatGPT? C'est une folie. Est-ce que ça t'enthousiasme? Est-ce que ça t'excite? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a plein de trucs, mais en 1 an et demi, il s'est passé tellement de choses parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles annonces. Donc, en fait, il y a un truc déjà qui est clair, c'est que la rapidité avec laquelle les changements se passent, c'est pas comparable à ce qu'il y avait avant. Donc, toutes les semaines, tu as des nouveaux trucs. Donc là, effectivement, tu as ChatGPT qui a sorti le modèle 4o lundi. Donc ça, c'est Incroyable. tout frais, on peut s'en parler. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais en gros, ce qui est un petit peu perturbant, si vous avez vu les démos, si toi, tu as vu les démos, c'est que, tu as une vitesse de conversation, il n'y a plus de lag, donc Ouais. c'est quasiment synchrone, c'est en temps réel. Il y a aussi une espèce de, on va dire, d'humanité qui a été donnée à l'AI, parce qu'on a vraiment l'impression de converser avec quelqu'un qui a Ouais. la capacité de faire des blagues, faire des choses imprévues, et ça donne ce sentiment vraiment de parler avec quelqu'un qui a une conscience, même si c'est du fake it till you make it. Donc ça, il faut qu'on en parle après. Mhm. Pourquoi, dans quel but on fait ce truc-là? Parce que ça peut être drôle et gimmicky, sauf que si les gens ne savent pas faire la différence entre ce qui est vraiment un robot et ce qui est en fait un humain, après on finit dans le film Her. Voilà. Après, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une démo aussi qui montre qu'un élève peut réussir à résoudre une équation mathématique. Avec l'AI, tu as aussi de la traduction en temps réel. Les problèmes de trigonométrie, Ouais, Pythagore, des choses très l'hypoténuse. complexes, tout à Ouais, fait. De la traduction en temps réel. bien Ça, sûr. c'est hyper intéressant d'en parler aussi parce que moi, je pense qu'en fait, c'est assez cool, même si il y a plein de gens qui vont se dire ah non, j'ai plus besoin d'apprendre les langues, je me suis embêtée à apprendre l'anglais. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé qui m'a dit qu'en fait, ça pouvait redonner aussi de la culture à tous Mhm. les pays parce que en fait, on se force à apprendre l'anglais, tout ça. Et si jamais tu as des AI qui peuvent traduire en temps réel, finalement, on va peut-être se recentrer sur nos valeurs culturelles intrinsèques. Donc, je Bien pense que là, sûr. il ne faut pas forcément s'inquiéter, Hmm. s'inquiéter et se dire c'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Écoute, j'ai trouvé ça, et je suis tout à fait d'accord sur peut-être la préservation du langage, du français. En tout cas, c'est beaucoup plus riche sur l'ensemble des langues. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, je suis au bout de 5 jours, donc c'était lundi, donc on est en mai 2024. Je suis encore en train de me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, moi, je Ouais, m'attendais bien sûr. énormément à du GPT-5, un search engine qui allait peut-être concurrencer Google. J'étais vachement sur ces sujets. Et là, je m'attendais pas du tout à ça, même s'il y avait eu quelques petits leaks. Et pour moi, c'est un peu une nouvelle ère, encore une fois, de l'IA générative, une Mhm. nouvelle ère de l'informatique, qui est une ère de communication, de sentiments, d'émotions, d'accessibilité, parce que donc ça devient hyper accessible avec la fonction voix, avec la vision. Je suis hyper étonné. Je pense que c'est super smart en fait. Pour moi, c'est OpenAI qui d'une certaine manière, enfin, élargit son produit, élargit l'accessibilité à son produit pour élargir l'adoption sur ChatGPT, avant d'améliorer la puissance du modèle. Donc la puissance du modèle et adoption. En faisant ça, ils le rendent accessible à tout le monde. La version gratuite va être accessible à tout le monde sur GPT-4o. Ça va être hyper puissant. Et, euh, et derrière, en fait, je pense que c'est un choix hyper intéressant parce que Meta risque de proposer de l'IA à 3,2 milliards d'utilisateurs sur l'ensemble de ses apps.
Donc je pense que c'est très très smart pour être dans la course. Et derrière, je pense que ce qui va suivre ensuite, une fois qu'ils auront travaillé sur l'adoption pour faire passer GPT-4o de 1 million d'utilisateurs payants GPT-4 à peut-être 100 millions d'utilisateurs gratuits, après, l'idée, ce sera ensuite de progresser doucement sur la puissance du modèle GPT-5, etc. Donc, je pense que c'est un choix hyper malin sur l'adoption. Sur l'adoption, c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est sûr que ce serait mentir de dire que c'est pas un petit peu perturbant de voir ça parce que on imagine depuis quelques années que ça peut arriver, mais là, on voit vraiment la démonstration de la reconnaissance des sentiments. Bien sûr. Donc, l'IA est capable d'identifier si la personne est heureuse, triste, dubitative. Donc, en soi, finalement, ça fait longtemps que ça existe, l'IA. Là, on en parle depuis très peu de temps, mais parce qu'il n'y avait pas cette force de distribution qu'il y avait. Donc, il y a eu des AI Winters, les hivers de l'AI dans les années 70, dans les années 80, parce que ça montait un petit peu et puis, pouf, ça s'éteignait, ça retombait. Ouais. Et c'est ça qui change vraiment, c'est le pouvoir de distribution, effectivement, dont tu parles. Et au final, la technique, c'est rien, c'est le rêve qui est tout. Et la question qu'on doit se poser, c'est quoi le rêve, là, en fait? Parce que si c'est Her, ce que Sam Altman a tweeté, moi, c'est pas mon rêve, ça, c'est mon cauchemar. Je veux pas ça. Et donc, l'IA, c'est un outil, si tu veux. C'est comme un couteau. Bien sûr. Un couteau, tu peux t'en servir pour beurrer tes tartines, tu peux t'en servir pour libérer quelqu'un, couper une corde, ou pour faire du mal à quelqu'un. C'est la main qui tient. Ouais. Donc ça, il faut qu'on se pose cette question-là, je pense. Et donc, ça nous force aussi à nous poser des questions philosophiques autour de l'utilisation de ces outils. Parce que pour toutes ces démos qu'on a vues, en fait, il y a des use cases qui sont super, qui sont hyper puissants. Évidemment, l'apprentissage des maths, la Pythagore, le tuteur, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait marrer. Je re-regardais hier la vidéo de Greg Brockman qui fait sa démo, où il prend 2 IA qui se parlent, qu'il analyse, il les fait chanter à tue-tête et tout ça. Enfin, en soi, c'est un délire technologique, c'est une blague. Mais je vois très bien ce que tu décris sur le... Là, pour le coup, en effet, on est sur le film Her. Toi, tu me disais, oui, c'est pas ta vision, évidemment. Non, c'est pas ma vision du tout. En fait, moi, je pense que si tu veux, tu peux avoir une fuite en avant de toujours. Pourquoi, en fait, on est en train d'apprendre à des robots à être plus humains? On pourrait se poser la question. C'est parce que clairement, tu as Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Il y a un moment donné, quelqu'un a été déçu des rapports réels qu'il a eu dans la vie réelle avec les humains. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une opportunité de redistribution des cartes dans un monde où on a suroptimisé pour apprendre aux humains à être bons en mathématiques. Aujourd'hui, la puissance computationnelle fait que les ordinateurs font ça beaucoup mieux que nous. Bien sûr. Et les coefficients en maths sont encore beaucoup trop élevés pour décider de qui va faire quelle école de commerce, qui va faire quelle école d'ingénieur. En fait, ça va complètement redistribuer les cartes. Ce qu'on devrait apprendre à l'école, il me semble, c'est l'intelligence émotionnelle aux enfants. C'est pas les ordinateurs qui doivent savoir comment on se sent, c'est à nous d'aiguiser notre œil. Et c'est ce que disait Léonard de Vinci. Léonard de Vinci disait son principe, alors je parle pas latin, mais je crois que c'est saper vedere, qui veut dire apprendre à voir, savoir voir. Et en fait, tout notre objectif à nous, en tant qu'humains, c'est d'apprendre à adopter des points de vue différents pour essayer de comprendre. Et lui, il considérait qu'il y avait 3 catégories de personnes. Tu as les personnes qui voient, les personnes qui voient si on leur montre, et les personnes qui ne voient pas. Et quand on est en train de dépenser énormément d'énergie pour apprendre à des ordinateurs à savoir lire les émotions, et qu'on se plaint du fait que le monde dans lequel on vit parfois manque un petit peu d'empathie, mais finalement, peut-être qu'il faut juste se dire, en fait, l'éducation va changer les priorités. Et moi, je suis intimement convaincue, parce que j'ai aussi vécu aux États-Unis et en Angleterre, où l'éducation était différente, où mes enfants étaient scolarisés. Il y a des cours d'intelligence émotionnelle. On parle beaucoup plus, j'étais à Los Angeles dernièrement, de résolution de conflits chez des tout-petits. Ça, je trouve que c'est hyper puissant, parce qu'on ne va pas se tourner vers des ordinateurs pour dire c'est compliqué là, en ce moment avec mon cofondateur, est-ce que tu peux m'aider à me trouver une solution? Si on fait ça, pour moi, c'est qu'on n'investit pas sur l'humain. Et donc, au final, je trouve ça hyper intéressant ce qui se passe, parce que même si ça fait peur à plein de gens, il y a une opportunité de se dire peut-être que nous, on va récupérer plus de temps disponible pour travailler sur les trucs qui nous rendent fondamentalement humains. Est-ce que tu penses que, pour toi, on va baigner dans l'IA, elle va accomplir plein de tâches pour nous et nous permettre de nous concentrer sur l'humain, sur ce qui fait qu'on est humain. Je pense qu'on va vivre un peu une période charnière un peu compliquée que décrivait Sam Altman, là, justement, sur
les sentiments, sur les émotions, en tout cas les émotions que l'IA générative arrive à interpréter, sur ses capacités de persuasion. Mais on va certainement très vite se rendre compte qu'en fait, ces émotions de l'IA générative, c'est pas nos émotions à nous, et on va réussir à faire la part des choses, comme on va peut-être voir aussi que l'intelligence de l'IA générative, c'est pas notre intelligence, et on va peut-être avoir un spectre et des catégories un petit peu différentes pour mieux savoir où on se situe, quoi. Ouais, je pense qu'il y a plein de types d'intelligence différentes. On dit hard skills quand on parle de Bien connaissances mathématiques et soft skills pour l'intelligence émotionnelle. Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était nul d'avoir des soft skills parce que c'était soft. Et donc, quand on me disait, toi, tu as énormément de soft skills, je me disais, bon, ça, c'est pas du tout un compliment, il va falloir que j'ai des hard skills. Ouais, oui, mais je sais rien faire, quoi. Mais en fait, c'est complètement faux. C'est un biais qui est idiot. C'est le contraire. Et je peux te dire aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai aussi eu beaucoup d'expérience dans ma vie, j'ai quand même monté une boîte, j'ai eu plein de galères, j'ai fini par la vendre. C'était très clair que mes soft skills font que c'est ça que tu réussis tout. C'est-à-dire, pas financièrement, c'est pas ça le débat, c'est plus ta vie. Si tu arrives à résoudre tes conflits que tu as avec même le dentiste du coin, je ne sais quelle personne, c'est ça qui est important en fait. Et c'est le côté humain. Donc la conduite du changement, c'est un challenge qu'on va avoir clairement, mais en fait, tous les humains l'ont toujours eu. Si Bien tu sûr. regardes, quand la bombe atomique est arrivée, je pense pas que les gens étaient là trop cool. Il y a la bombe atomique, tu vois. Donc il y a une phase où tu as une avancée technologique, une révolution qui, bien sûr, nous plonge dans un inconfort terrible parce qu'on est obligé de se poser des questions. Mais il faut aussi avoir foi dans le fait que ça va nous permettre de redécouvrir des formes d'intelligence qui sont peut-être pas valorisées aujourd'hui. Et tu sais, tu parlais juste d'un truc en particulier, je veux revenir là-dessus, de rendre les gens plus humains. Très concrètement, c'est Delphine Groll de Nabla qui s'exprimait là-dessus. Parce qu'en gros, eux, ils ont développé un IA qui est un note-taker, donc qui prend des notes pour les médecins en milieu hospitalier, pour que eux, quand ils rentrent le soir chez eux, ils aient déjà toutes les notes des interactions et pas qu'ils soient obligés de faire ce qu'ils appelaient le pyjama time, où ils étaient en pyjama chez eux, alors qu'ils auraient dû être en train de faire à manger à leurs enfants ou ce que tu veux, ils étaient en train de prendre des notes de la journée. Bien sûr, je ne connaissais pas l'expression du pyjama time, mais ça me parle tout à fait. Et on voit très bien que ce soit pour tous les médecins ou tous les profs qui sont en burn-out, en effet, c'est en tout cas toute la partie admin, la simplifier, leur permettre de se concentrer sur le rapport humain, leur fonction première, l'apprentissage, le soin des patients. Ça, c'est super. Marie, toi, tu utilises beaucoup ChatGPT. Quels sont tes outils d'IA générative que tu utilises le plus? Alors, j'utilise un peu ChatGPT, mais je ne suis pas quelqu'un... Tu as eu sur ton podcast il n'y a pas longtemps une jeune étudiante qui était, je crois, à Polytechnique. Bien sûr, Anna. Tout à fait. Qui était super intéressante. Et clairement, elle passe sa journée dedans. Moi, ce n'est pas mon profil. Et je cherche à ne pas avoir ce type d'expertise-là. Donc, j'utilise de temps en temps, comme tout le monde, 1 ou 2 fois par semaine pour des usages divers et variés pour être au courant. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours avec vocation. Parce que pour moi, si tu veux, je suis pas technique à la base. J'étais CEO d'Aiden AI avec un background non technique et ça a beaucoup de valeur d'être non technique. Bien sûr. J'avais pas de syndrome de l'imposteur, donc je veux garder un peu cet œil que j'ai. Donc en parlant tout à l'heure de perspective. Donc moi, je m'en sers un petit peu, mais je considère que pour moi, c'est plus important d'avoir de la curiosité que de la maîtrise de la technique puisqu'elle évolue toutes les semaines. Donc il faut regarder de temps en temps, mais il ne faut pas aussi te plonger dans le truc où tu as toujours l'impression de louper un truc. Évidemment. Non, mais tu as 100% raison. Ça va tellement vite. On peut passer sa semaine à suivre les innovations technologiques. Sur cette semaine qui n'est pas terminée d'ailleurs, on a eu quand même la Spring Conference de OpenAI, Google I.O., Apple qui a fait des annonces. En vrai, et Google I.O., ils ont présenté peut-être 20 produits. On n'en a vu aucun live pour l'instant, mais plein de choses hyper impressionnantes avec Astra, avec des équivalents de Sora sur de la génération de vidéos. On peut passer son temps à suivre ces news. Et si on est vraiment le nez dedans, en effet, on ne se rend plus compte de comment ça évolue et de ce qui est en train de se passer, quoi. Tout à fait. Et tu sais, il y a un moment donné, Snapchat avait sorti des lunettes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, je les ai toutes vues. Les Snapchat, les Glacis, là, bien sûr. Voilà, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. J'ai retrouvé une photo, j'étais en train de trier mes photos, où je portais ce genre de lunettes. J'ai complètement oublié que le truc existait. Donc, c'est pas parce que ça sort et que les gens en parlent dans la presse que ça va rester, en fait. Il ne faut pas se jeter sur le truc en stressant. Il faut absolument que je le sache. Il faut se dire, OK, le truc vient de sortir, il faut que j'y réfléchisse, qu'est-ce que j'en pense? Mais
pas non plus obsédée en se disant je vais être complètement larguée si j'ai pas utilisé le truc dans les 24 heures où c'est sorti. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, toi, tu es sur le temps long, de toute façon. Donc, tu avais démarré Hayden AI bien avant la vague de l'IA générative. Malheureusement. On dit que tout est dans le timing, mais toi, tu étais presque, t'étais presque hors timing, enfin en avance en tout cas, mais au final, ça a été une super histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur. Nous raconter un tout petit peu Hayden AI, ce que c'était, quelle Bien était sûr. la vision Ouais. et dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aussi, ce que tu avais préparé avec Hayden AI? Oui, tout à fait. Alors déjà, je n'étais pas toute seule. J'avais un cofondateur qui s'appelle Pierre-Jean Camilleri, qui était CTO, moi j'étais CEO. Et on travaillait entièrement tous les deux sur cette idée qui s'est transformée. Et finalement, au moment où on l'a lancée, on s'est dit, ce serait génial. La tagline, c'était Hayden AI, the first marketing analyst on your team. Ou virtual marketing analyst. Donc, on avait cette idée de AI copilot. Génial, c'est très très clair, tu étais déjà sur ce qu'on appelle l'agent aujourd'hui et le copilote. Alors, tout à fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, il y a que ça. Mais si tu veux, c'est pas nouveau cette idée finalement, parce que tu vois bien, ça fait, je sais pas, 60 ans déjà qu'il y a les joueurs d'échecs qui jouent contre un ordinateur. Donc, il y avait un peu cette idée. Après, dans les hedge funds, dans les années 90, tu as commencé à trouver, tu t'entends Ray Dalio de Bridgewater, qui parle, donc le boss du hedge fund, qui parle du fait qu'il avait un ordinateur, donc un algorithme qui donnait ses opinions sur la répartition des assets financiers. Tous les hedge funds quantitatifs. Ouais. Et donc, il y avait déjà cette idée qui existait depuis assez longtemps, finalement, c'est pas nouveau. Par contre, le branding autour de ce truc a évolué dans les années 2000. Et moi, j'ai monté la boîte avec Pierre-Jean en 2016. Parce que là, on s'est dit pour la première fois, en fait, on va pas juste avoir un outil qui va te recommander des suggestions d'optimisation. Là, c'était des dépenses marketing dans notre cas. Mais il va le faire pour toi. Et donc ça, c'était le truc en plus. Et donc nous, l'outil qu'on avait développé avant qu'on le revende à Twitter, en gros, tu étais un marketeur, tu te connectais dedans, tu avais, je sais pas, $10 000 qui étaient dépensés par mois sur Facebook, Snapchat, Twitter. Tu allais dans notre interface et puis tu avais un tableau qui te suggérait de réduire ton budget de 20% sur Facebook et c'était écrit « Do it ». Et le « do it », c'est ça en fait. L'idée qu'on retrouve maintenant aujourd'hui, c'est que tu as des agents qui font des choses pour toi. Et oui, on était un petit peu early et tout est une question de timing. Et en fait, nous, on a créé la boîte parce qu'on a vu Eric Schmidt qui est venu complètement de manière pas prévue dans les bureaux dans lesquels on travaillait. On travaillait au-dessus d'un espace qui appartenait à Google. Et on a reçu un email qui disait « Oh, Eric is coming this afternoon if you guys want to come ». Donc, on s'est dit « OK, on va descendre ». Et il parlait effectivement de l'AI et du fait qu'on n'avait pas du tout encore exploité toutes les possibilités. Et on avait déjà cette idée d'avoir un agent, mais ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait un truc à faire maintenant, parce que c'est le début de la vague. Et donc, on a fait ça. Et finalement, sur le timing, on s'est fait refuser chez Y Combinator après avoir passé... on a quand même été sélectionné parmi les 200 000 personnes qui postulent. On a été physiquement là-bas. Ils nous ont invités dans la Silicon Valley. Ce qui est d'ailleurs un espèce de préfabriqué très peu impressionnant. J'étais très déçue, ça ressemblait à Mantes-la-Jolie. Et donc, en fait, ils nous ont dit à la fin, on ne peut pas vous financer parce qu'on ne pense pas que ce que vous êtes en train de faire va être possible avant que AGI, donc Artificial Intelligence, General Artificial Intelligence, soit atteint. Et c'est intéressant parce que c'était en 2017 qu'ils nous ont donné ce feedback-là. Et OpenAI a été créé en 2015 par, à l'époque, Sam Altman, mais aussi Peter Thiel, Elon Musk, les plus dedans, tout ça. Et donc, si tu veux, Sam Altman était encore à la direction de Y Combinator. Donc, il y avait quand même ce truc de se dire, si tu veux avoir du feedback qui est en avance, effectivement, il fallait aller dans la Silicon Valley pour l'obtenir. Très intéressant d'avoir donc Sam Altman à ce moment-là qui s'intéresse déjà à ces sujets, qui est YC. Donc, très belle aventure, Hayden. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de boîtes que ça qui ont été vendues à des deep tech comme Twitter, donc à l'époque. Ensuite, X, avec l'arrivée d'Elon Musk. Mais je suis restée... mon earn-out était assez long, mais c'était 4 ans chez Twitter. J'ai déménagé aux États-Unis dans le cadre de mon earn-out. Et ensuite, il y a eu le changement de leadership. Donc, j'ai vécu ça de l'intérieur. Mais j'ai décidé de ne pas rester. Et comme diraient mes amis, je suis partie juste avant d'avoir fait carrière dans le X, donc tout va bien. Ça n'avait pas encore changé de nom. D'accord. J'ai eu de la chance. Très bon choix d'Elon Musk, encore une fois. Je ne commenterai pas là-dessus.
Euh, Eric Schmidt, il a une vision. Donc, Eric Schmidt t'a inspiré. Il a une vision. Il parle pas mal sur l'IA en ce moment. Je l'entends en tout cas à 2 niveaux. Pour voir s'il t'inspire encore. Il parle de l'IA sur quelque chose d'extraordinaire, le fait d'avoir accès à un polymath dans sa poche, donc à un petit génie comme la lampe Ouais. d'Aladin, c'est-à-dire donc un prof de maths, et ça c'est le cas aujourd'hui depuis les annonces d'OpenAI GPT-4o, à un médecin dans sa poche, à un avocat, ce qui est quand même extraordinaire. Si on n'a pas forcément Tout à l'argent, fait. les contacts, c'est extraordinaire d'avoir ça dans sa poche. Mhm. Moi, je pense que ça vaut peut-être en fait tout l'entraînement qui a été fait de manière un petit peu à la cow-boy, sans opt-out, sans demander l'avis en fait de tous les créateurs de contenu. C'est quand même révolutionnaire. Deuxième chose, il nous dit que l'Europe, au niveau de la régulation, est complètement en train de se tirer une balle dans le pied et hyper en arrière par rapport aux États-Unis. Donc il nous dit qu'il y a peut-être 2-3 ans d'écart, ce qui est au niveau de l'AI, c'est quasiment l'infini, hein, parce que ça nous remonte à avant ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses de cette vision d'Elon Musk, à la fois donc sur ce polymath et sur la régulation Sur vision d'Eric Schmidt, Eric Schmidt, excuse-moi. mais certainement partagé par Elon Musk. D'ailleurs, Hmm. on peut mentionner ça parce que c'est intéressant. Pendant Vivatech l'an dernier, Elon Musk est venu et il a été interviewé à la télé française par Anne-Sophie Lapix, qui lui a dit: vous êtes quelqu'un de très ambitieux, est-ce que vous allez postuler pour devenir président? Il peut Et pas. il a Il faudrait rigolé. changer la Mais Constitution. non, mais même pas. En fait, c'est très intéressant sa réponse. Il a rigolé. Il a dit: pourquoi j'aurais envie de faire ça? Être président, c'est être capitaine d'un énorme paquebot avec un tout petit gouvernail. Hmm. Et c'est pas anodin, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux gens de la Silicon Valley de pas être très clair sur leur ambition. C'est-à-dire que quand on parle de démocrates et de républicains, en fait, il y a une sous-culture dans la Silicon Valley qui s'appelle libertarians. Et les libertariens, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont ni pour ni contre, c'est qu'ils veulent le pouvoir aussi. Et la tech a un pouvoir énorme. Et donc, quand on entend Eric Schmidt qui s'exprime sur des sujets comme ça, il faut aussi se poser la question de qui a le pouvoir aujourd'hui. Ce sont les gens de la tech ou ce sont les gens... Libertarien, donc d'une certaine manière, il place la liberté au-dessus de l'égalité en tant que valeur. Clairement, c'est une illusion. Parce qu'en fait, quand tu plonges le monde dans une réalité que toi, tu as inventée, c'est pas la liberté des autres, c'est ta liberté à toi. Donc tout ça, en fait, faut essayer d'avoir un peu de recul. Quand on entend des opinions des Américains sur la régulation, faut pas oublier que les États-Unis sont un pays extrêmement jeune. Bien sûr. Ils ont 250 ans. C'était en 1776, la Constitution américaine. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. Donc en fait, les États-Unis, c'est la start-up du monde. Ouais. Donc évidemment qu'à un moment donné, si tu as quelqu'un qui vient de dire bonjour, j'ai monté une boîte qui a 2 ans et que moi j'exprime des opinions, ma boîte s'est faite racheter avant d'avoir sa 4e année. Donc j'étais dans une liberté relative sur ce que je faisais. Je vais pas commencer à donner des leçons à des gens qui ont construit des business énormissimes comme IBM, qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Donc il faut faire attention à ça en fait, de qui on reçoit ce genre de conseils. Parce que les États-Unis, c'est pas tout blanc ou tout noir, et c'est certainement pas tout rose. Pourtant, il y a plein de choses que moi j'ai trouvé extraordinaires et qui m'ont attirée. J'ai absolument voulu aller vivre là-bas. Mais sur le principe de la régulation, je dois reconnaître qu'en fait, en France et en Europe, on a des valeurs fortes et humanistes et qu'il ne faut pas faire des raccourcis idiots en disant c'est pas bien de réguler. Ouais. C'est ni bien ni mal, c'est qu'il y a un juste milieu là-dedans. Et je pense que certaines applications devraient en effet être régulées, mais pas au prix. Il ne faut pas asphyxier l'innovation, clairement. Donc il faut faire très attention à la manière dont on régule. Et quand tu vois le European AI Act qui sort là dans quelques semaines, il a en fait pris 3 ans à être voté à la Commission européenne, à Bruxelles. Le GDPR, comment ça s'appelle en français? RGPD. RGPD, ça a pris 4 ans. Du coup, en fait, à l'échelle de Bruxelles, ils ont mis moins de temps pour s'occuper du European AI Act, mais en 3 ans, tu vois tout ce qui s'est passé, évidemment, sur l'AI. Donc, il y a quand même un problème de rythme. C'est très difficile d'être à jour C'est par très rapport difficile. à l'avance exponentielle des modèles. Ouais, donc voilà, mais après, il faut aussi pas oublier, encore une fois, via le prisme du fait que les États-Unis sont un pays très jeune,
en fait, il y a aussi une course. Culturellement, c'est un pays dans lequel tu as la tyrannie du self-made man, self-made woman. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de filet de sécurité. La société n'est pas organisée de cette manière-là. Donc, si on ne te paye plus, tu es mort, quoi, en gros, si je caricature. Et donc, tu as cette course à l'innovation qui est beaucoup plus viscérale qu'en Europe, où tu as une tyrannie de la classe moyenne, quelque part, du milieu, si tu veux. Parce qu'on a été structuré de cette manière-là. Mais en fait, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une énorme classe moyenne. C'est juste qu'il n'y a pas énormément d'incentives pour l'excellence du fait de ce modèle-là. Mais toute chose étant égale par ailleurs, si tu veux, il y a forcément des choses positives et négatives dans chacun des modèles. Évidemment. Donc, il ne faut pas faire des raccourcis en disant la régulation, c'est mal. Moi, je pense que la régulation, en fait, c'est hyper utile. Surtout quand tu vois que moi, j'ai 2 enfants en bas âge et je me demande dans quel monde ils vont grandir. Je ne pense pas du tout être pessimiste. Je pense que c'est un monde qui peut être super, qu'on peut construire ensemble, mais pas en se disant juste on ne régule pas et on va laisser 4 gus dans la Silicon Valley prendre les décisions. Moi, je n'ai pas voté pour Eric Schmidt, je n'ai pas voté pour Elon Musk non plus. Donc, en fait, c'est ça qui se passe. C'est les gens pour qui nous n'avons pas voté, qui aujourd'hui ont un pouvoir de distribution de leur technologie qui est immense. Évidemment, et avec des biais sur la société. On va tous, en tout cas, on va tous utiliser ces outils d'IA générative. C'est OpenAI et les grands éditeurs, Anthropic, Microsoft, vont donc avoir un pouvoir extraordinaire parce que c'est eux qui entraînent ces modèles, c'est eux qui décident de comment ils nous répondent, ils leur donnent leur valeur. Ce que tu dis, justement, moi je pense que c'est quelque chose d'important aussi. On est depuis 1 an et demi et depuis un peu avant, encore plus sur une phase de recherche scientifique. On l'a vu, hein, les grands entrepreneurs de l'IA générative, en grande partie, c'est des scientifiques. Peut-être qu'aujourd'hui, il s'agit aussi d'arriver sur des nouvelles phases et sur un moment où en fait, on peut être plus nombreux à donner notre avis sur ces sujets-là, avoir un petit peu un point de vue, une action démocratique, dire ce qu'on veut sur l'IA générative en France, en Europe, dire ce qu'on ne veut pas. Absolument, je pense que c'est absolument essentiel. Concrètement, la solution, c'est effectivement la démocratie, et d'avoir plein de personnes qui viennent de milieux différents, milieux sociaux différents, qui s'expriment, et pas que ce soit réservé à une petite élite qui est dans une région géographique très limitée, soit dans la Silicon Valley, soit en Chine, où on ne régule pas du tout. Donc effectivement, et c'est aussi pour ça que franchement, le modèle européen, il a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et donc je pense qu'il faut aussi encourager les gens à aller voter aux européennes le 9 juin, de s'exprimer sur ces sujets, surtout si vous êtes jeune et vous écoutez ce podcast, bien sûr qu'il faut aller s'exprimer là-dessus. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir une Europe forte pour pouvoir s'exprimer de manière conjointe sur ces sujets qui vont affecter beaucoup de monde. On va s'exprimer, mais est-ce que le fait de réguler quand même, ça risque pas de nous faire prendre du retard et de perdre un petit peu le contrôle sur ces solutions de l'autre côté? Alors moi, je pense pas. Je pense qu'il faut différencier les cas d'usage. En fait, par exemple, dans tout ce qui est medtech, par exemple, la médecine de précision se base sur le fait d'avoir accès à plein de bases de données et de pouvoir recommander le meilleur traitement. Donc, si j'ai un cancer demain, moi, j'aimerais bien que quelqu'un me mette dans une base de données anonyme avec des millions de personnes en me disant, en fait, les marqueurs génétiques que tu as correspondent à telle personne et ça, c'est le traitement qui marche le mieux sur ces marqueurs génétiques-là. Super. Donc ça veut dire que les patients doivent signer en disant « je suis OK pour donner accès à ma donnée ». Et il faut bien qu'on les éduque. Parce que le problème, c'est que si on n'éduque pas les gens et on leur dit « protégez vos données » sans leur expliquer qu'ils peuvent sauver des vies, dans certains cas, en fait, on s'en fout de protéger ce genre de données-là. Et en Angleterre, tu as ça, tu as un truc qui s'appelle Your Future Health, dont m'a parlé Amir Hossein Malekzadeh, qui est un super angel et qui est top, qui me disait qu'en fait, tu peux sign up pour dire « moi, volontairement, j'ai envie de donner accès à ces données-là ». Donc, il faut aussi que chaque personne se pose la question de « est-ce que j'ai envie de protéger ce qu'on me demande de protéger ?» Et c'est le libre arbitre, tu vois. Et c'est aussi pour ça, il faut qu'on continue à exercer notre esprit critique et pas en se disant le gouvernement va décider de tout pour moi. Au final, personne va te sauver, c'est toi qui te sauves toi-même, tu vois. Très bien. Mais donc, tu me le disais en préparant, soyons très positifs quand même sur ces technologies. Espérons qu'elles vont nous apporter plein de choses. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent nous conduire, cette intelligence artificielle générative peut nous conduire à une forme d'hégémonie, à des gains de productivité incroyables? Nate Friedman, le cofondateur de GitHub, disait dans une interview là récente, c'est comme si on avait découvert, j'ai adoré cette expression, comme si on avait découvert un nouveau continent
avec 100 milliards de personnes qui étaient prêts à travailler pour nous pour quelques watts. Alors attention, je ne vais pas faire de parallèle avec l'esclavage ou avec la soumission de cette population. Mais c'est quand même une image très forte d'avoir cette IA générative qui, pour l'instant, n'a rien d'humain, qui peut travailler à nos côtés pour nous et peut-être nous permettre d'accéder à un développement économique et sociétal et scientifique sans précédent. Ouais, c'est hyper intéressant, toutes ces questions-là. Tu parlais de lampe magique où tu frottes et tu as un génie qui sort. C'est une image qu'on utilise. Il y a des gens qui disent que c'est une armée de personnes qui sont dans ton couloir, tu ouvres la porte et tu les appelles et ils t'aident. Voilà, une armée de stagiaires. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que oui, ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut faire, mais ça va nécessiter des changements de paradigme importants sur la manière dont on travaille. Et tu parles de gain de productivité et développement économique, mais le développement économique aujourd'hui, il a un coût et c'est le climat. Ouais. Et donc, en fait, on peut aussi imaginer que finalement, si tu poses la question à ChatGPT de comment on va résoudre cette crise du climat, c'est pas impossible qu'il ait des bonnes idées, en fait, puisque si tu te dis qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre ce truc alors qu'il y a le G20, il y a plein de personnes intelligentes, éduquées, qui se mettent ensemble et qui n'arrivent pas à résoudre ce truc. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agendas politiques. Et donc, au final, si tu dis qu'il y a une intelligence qui est une surcouche de tout ça, qu'il n'y a pas d'agenda, et qu'il y a des biais, mais bien sûr qu'il y a des biais, et c'est pas très grave. En fait, vous n'avez pas de biais, peut-être, on a tous des biais. Donc, il ne faut pas imaginer que ça c'est pas du tout réaliste. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver des nouvelles idées en posant des questions à l'IA ? C'est possible. C'est possible. On est d'accord par rapport à ça. Moi, je suis un petit peu dans un technosolutionnisme où, tu vois, je pense que ChatGPT et ses équivalents, tu vois, et toute cette intelligence artificielle peut nous aider peut-être à trouver des réponses, même au problème du climat. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, en tout cas, c'est déjà, il va y avoir un impact en consommation d'énergie qui ne va pas être très positif. Pour le coup, on parle de data center, on parle peut-être même de pénurie d'électricité. On sait que ça va être très, très gourmand. La question, ça, on le sait, pour le coup. Mm-hmm. Ce qu'on ne sait pas de l'autre côté, c'est les réponses que ça va nous fournir. Et est-ce que ça va nous permettre aussi de consommer beaucoup moins d'énergie, d'arriver à la fusion nucléaire, à des énergies plus propres, le progrès qu'on peut avoir. Tout à fait. Donc c'est vraiment, en fait, est-ce qu'on est optimiste, comment on voit le verre Tout à fait. Alors, il y a quand même beaucoup de questions dans la vie auxquelles on n'a pas de réponse, je pense. Par exemple, moi, une question que j'ai en ce moment, c'est quand est-ce que mes enfants vont arrêter de me demander d'écouter Baby Shark ? Ouais. Donc, si tu veux, tu peux pas toujours avoir des réponses aux trucs auxquels tu as envie d'avoir des réponses. Et quelque part, en fait, c'est le concept de la vie. Il faut pas non plus se dire « on n'a jamais été dans une situation comme ça » et voir le truc complètement vide. En France, on a un biais culturel qui est négatif. C'était scientifiquement prouvé. Voilà, on a tendance à voir les choses plutôt vides. Ça va pas nous aider, en fait. C'est pas avec ce genre de mindset qu'on va réussir à trouver des solutions. Donc, quelles sont les solutions ? Concrètement, je pense que moi, la régulation, je pense, doit porter, en tout cas, plus lourdement sur les cas où on utilise de la donnée personally identifiable, donc personnelle et identifiable. Que ce soit bien encadré, ça ne veut pas dire qu'on doit asphyxier les petites startups. On doit faire attention aux boîtes de medtech. Je pense que tout ce qui est analyse de sentiments... Regulatory capture, genre les gros donc, ont suffisamment d'argent pour passer tous les tests de régulation... Oui, et répondre à toutes les obligations de conformité, mais pas les petits. Alors, pas les petits, bon, faut faire attention à ça, mais en gros, il y a des exceptions, et je pense que c'est construit d'ailleurs au sein du European AI Act, il y a des exceptions. Mais pour moi, par exemple, ce que je déteste voir, je déteste les boîtes qui me disent « trop cool, on va faire des clones, on va faire des pubs virtuelles avec des acteurs virtuels ». Pour moi, c'est la pollution. C'est de la pollution. J'ai déjà je me balade dans la rue, on essaie déjà de me vendre 1 milliard de trucs. Ça me saoule, en fait, de voir des mecs qui disent c'est trop cool, j'ai trouvé ce nouveau truc, je vais me faire plein de fric. Là, il est là avec des avatars, potentiellement. Ouais, des avatars, mais ça, c'est nul. 10 milliards de pression marketing. C'est l'opposé de l'inspiration. Moi, dans ma vie, quand j'avais 20 ans, je voulais être publicitaire. Mais aujourd'hui, c'est sali. Parce que c'est plus de l'art. Mais à la base, c'était de l'art. Tu avais des pubs qui élevaient les gens, qui inspiraient les gens. C'était trop stylé. Je vois Nike et la pub Nike ou Think Different. T'as raison, on était quasiment sur des projets artistiques, en effet. C'était de l'art. Think Different, c'était génial. Maintenant, Think Different, c'est à mourir de rire de dire que c'est quand même Apple qui avait fait ça et qui avait vraiment un edge parce qu'ils étaient les underdogs. Et aujourd'hui, tu as plein de gens à la Silicon Valley qui pensent encore qu'ils sont les hippies de l'époque, mais c'est mainstream.
qu'est-ce que tu as pensé de la compression de Mhm. tout le matériel de musique, matériel créatif pour en faire un iPad dans C'est la à dernière pleurer. pub C'est à Apple? pleurer de manque d'inspiration. Mhm. C'est d'une tristesse. Tu vois, à un moment donné, les choses, justement, qui ne sont pas de la techno, du gain de productivité, il faut arrêter de penser que via ce prisme-là, il n'y a pas que les gains de productivité, le capital. Et il y a de la nuance dans tout ce que je dis, parce qu'évidemment, je suis investisseur. Évidemment, j'ai fait une boîte que j'ai vendue pour des millions. Donc, je suis très au courant de ce que je dis. Mais justement, on peut aussi profiter de l'art et des choses invisibles et de ne pas faire des pubs bourrines qui totalement un manque de goût extraordinaire. On peut être une boîte qui vaut plusieurs milliards et n'avoir aucun goût, clairement. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut de la vie? On veut juste des gains de productivité ou on veut autre chose? Bien sûr. On veut kiffer. On veut kiffer. Marie, moi, ce que j'apprécie aussi, et je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte, c'est ton franc-parler dans la tech. Dans la tech française, ça fait un bien fou. Merci. Est-ce que tu es la nana la plus cash de la tech française ou est-ce que c'est Clara Gold qu'on connaît tous les deux? C'est certainement Clara. Tu t'avoues vaincu sur un truc comme ça. Ah ouais, je me bats même pas. Il faut savoir qu'on est dans deux catégories différentes. Non, mais. Et alors, donc, Clara, et je crois que tu as investi. Chez qui j'ai investi, dans sa boîte. absolument. Donc, Clara Gold, qui est la CEO de Ava. Et donc, je crois que tu as utilisé même le produit. Tu pourras peut-être. Je l'ai utilisé. Alors, j'ai une expérience un peu chelou pour l'instant, mais je suis très intéressé par Clara, par sa personnalité, par ce qu'elle a fait. Il y a OpenAI quand même derrière, ça je trouve ça exceptionnel en tant qu'investissement. Et après, son application m'intéresse beaucoup. Le wingmate du dating, c'est un concept très intéressant. Toi, ça te parle aussi? Alors, ça me parle, je suis mariée, je suis pas. Moi aussi. Moi aussi. Mais on est obligé de discloser des trucs comme ça pour pas avoir de soucis. Ça devient hyper personnel tout d'un coup. Non, mais je trouve que c'est super intéressant parce qu'évidemment, le dating, franchement, c'est une industrie qui aura toujours. Qui est super importante, mais où il y a des travers énormes. Voilà. Et tu le vois, tu as Whitney aussi, Heard, je ne me rappelle plus de son nom de famille en entier, mais qui a créé Bumble. Bien sûr. Qui une histoire super intéressante. Puis historiquement, tu as quand même clairement un besoin de craquer le truc de manière safe pour les deux parties, si tu veux. Mais plutôt pour les femmes, pour être tout à fait honnête, parce que c'est les femmes qui sont agressées sur ces trucs-là. Donc, c'est très important, je trouve, et très intéressant d'avoir cette application-là qui, en plus... Les femmes se font agresser, et je vais dire quelque chose, mais qui n'a rien à voir, qui n'est pas du même ordre. Mais par contre, pour les mecs, c'est une galère, parce que pour le coup, il y a une différence de proportion qui est tellement énorme. Ouais. Alors là, ça n'a rien à voir avec une agression, mais par contre, c'est très pénible parce qu'ils ont beaucoup de mal à pouvoir parler avec une nana, parce qu'on est sur un ratio de 90% de mecs pour 10% de nanas. Ouais, et tu sais, c'est marrant. Peut-être qu'elle peut résoudre aussi ce problème. Alors, je sais pas, mais tu sais, moi, à l'époque où je sortais en boîte de nuit, c'est plus le cas, on faisait venir les femmes avant. Et c'était gratuit pour entrer en boîte. Bien sûr, même avec une coupe de champagne de temps en temps. Exactement, c'était les good days. Mais si tu veux, il y a toujours ce système dans les applications de dating. Donc, bien sûr que tu es obligé de rééquilibrer ce truc-là aussi. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. Et moi, je trouve ça... J'ai de la chance de pouvoir modestement participer à l'aventure des gradins en regardant ce qu'elle fait. Et c'est une femme extraordinaire qui a une super vision. Super projet. Bravo d'avoir investi là-dedans. Tu m'as dit que tu donnerais d'autres noms aussi de femmes dans l'investissement dans la tech. Mais je veux te parler d'un autre projet. Ouais. J'ai vu ça dans ton portefeuille. Et ça, j'ai adoré. C'est Gamma. Moi, ça me fascine. Comme ça fascine plein de monde sur le spatial. Le Space Tech, et donc Gamma, donc un projet de voile solaire. Je te disais, je viens de voir ça un peu dans le problème à 3 corps. Il y a une scène finale, dans la série en tout cas, sur les voiles solaires, c'est complètement dingue. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cet investissement? Oui, absolument. Alors moi, j'ai investi, je crois, en 2021. C'est Andrew Natter qui a cofondé la boîte avec Thibaut Alzière, mais c'est Andrew que j'ai rencontré à l'époque. Je ne connaissais pas Thibaut, qui m'a parlé un peu de sa passion pour le Deep Space Exploration. Et c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'obligation de monter une boîte parce qu'il avait eu une vie avant. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir ce projet, en fait, qui était...
effectivement de faire de l'exploration de l'espace profond, donc au-delà de Neptune. Donc c'est compliqué parce qu'il faut de la propulsion énergétique pour aller jusque là-bas, et donc ça coûte très cher. Et donc là, ils ont développé quelque chose qui ressemble à une feuille d'aluminium qui en fait te permet d'aller très loin. Feuille d'aluminium, tu entends, ça me fait penser à une couverture de survie aussi. Ouais, couverture de survie, t'as raison. Ouais. C'est exactement, c'est plutôt ça l'analogie. Et ça a été déployé ou pas? Alors, ils ont fait des tests, c'est encore tu sais, tout ce qui est deep tech, en fait, déjà, c'est pas... t'es pas dans un coworking dans le Sentier. Là, ils sont à Ivry. Tu vois, t'es obligé de déployer. Ça fait des mètres et des mètres. C'est très impressionnant. Ouais. Donc, ça prend plus de temps, bien sûr. Les boîtes de deep tech, c'est pas du B2B SaaS, mais c'est ce qu'on appelle des moonshots, parce que ça peut prendre du temps et ça peut devenir très gros et puis faire une avancée significative dans le monde scientifique et au-delà le monde dans lequel on est actuellement. J'aimerais te parler, Marie, un petit peu de ta vision là, de cette IA, la GPT-4o, cette IA omnimodale à la voix. Donc on parle de Her, on parle de ces films. Tu parlais un petit peu sur LinkedIn du concept de Uncanny Valley aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, du coup, c'est un concept qui s'appelle la vallée de l'étrangeté en français. Ça veut dire on sent pas à l'aise en fait quand on voit un AI qui se comporte comme un humain, mais on sait que c'en est pas un. Et tu vois, il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que là, dans les démos de ChatGPT, tu avais le fait que l'AI puisse te chanter des chansons, enfin chanter des comptines à tes enfants ou des chansons pour qu'ils s'endorment, des lullabies, comme disent les Américains. Et il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais peut-être 7 ans ou 8 ans, Mark Zuckerberg qui avait fait une démo chez lui de l'AI qui avait la voix de Morgan Freeman, qui chantait, il disait « Hey, why don't you… » Je ne sais plus comment ça s'appelait, Jarvis, un truc comme ça. « Hey, Jarvis, pourquoi tu ne chanterais pas une lullaby à son bébé ?» Et franchement, tout le monde s'est moqué de lui. C'est devenu la risée d'Internet. C'était écrit « Oh, that's so awkward ». Et là, 8 ans plus tard, tu as le même truc qui est franchement complètement chelou et pas du tout kiffant. Moi, ça me fait bader de voir ça. C'est mon cauchemar, ce truc. Et les gens sont là, oh, c'est trop smart. C'est pas smart, c'est bizarre en fait, c'est socially awkward. Et encore une fois, je pense qu'il faut faire attention à de qui est le rêve. Parce que si tu veux, tu as plein de gens dans la société qui ont des rêves différents. Tu as les technologistes qui ont certains types de rêves. Tu as les gens qui se battent pour le climat qui ont un certain type de rêve. Tu as les artistes qui vivent dans une autre réalité, ou les gens spirituels qui n'ont pas la recherche forcément de matérialisme. Mais chacun a un rêve. Qui a le pouvoir de faire en sorte que ce rêve devienne la réalité de tout le monde? C'est encore une fois, je reviens à ce truc-là, mais c'est la distribution. Et donc, au final, je pense que d'un truc très actionnable, c'est qu'il faut se poser la question de quel est ton rêve? Parce que ça met mal à l'aise parfois quand tu vois des trucs comme ça. Moi, ça m'a mis super mal à l'aise. Je dis no fucking way, je veux pas que mes enfants. Moi, ça m'a plu, ça m'a fait marrer, tu vois. Mais je pense qu'on a. Ouais. Tu l'as dit, il y a des points de vue différents, il y a des visions différentes. Et en fait, chacun doit avoir son point de vue. Moi, je veux pas avoir ça chez moi parce que, en fait, pour moi, j'adore être avec mes enfants et je suis pas du tout parfaite à ça. Ouais. Je galère un truc de ouf, tu vois. Et parfois, je me dis, je suis nulle, il faut que j'apprenne à faire ça. J'écoute des podcasts, j'apprends à être cool, pas cool, t'essayes tout. Et ça, je trouve ça génial. J'ai pas envie de dire, tiens, ChatGPT, élève mes enfants. Ouais, bien sûr. Alors ça, je veux en parler parce que je suis dans le même cas que toi. J'ai 2 enfants aussi. Et j'ai vu que tu étais sur LinkedIn aussi. Chief Mum Officer, quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça très très cool parce qu'on n'en parle pas assez, ça. Moi, ma fille dort pas depuis 1 mois et demi, je te disais. je suis complètement KO. Compatis. Quand je pose des questions dans les podcasts, de temps en temps, ça se mélange dans mon cerveau. Ça me parle. Je trouve ça très important que tu en parles. Il faut en parler. D'avoir des enfants, c'est une chose merveilleuse, mais de temps en temps, ça peut être crevant aussi. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer aussi leur éducation. Ouais, merci. Écoute, tout à fait. Et tu sais, le truc, c'est que moi, je manquais un peu d'empathie aussi quand j'étais dans la vingtaine. Fin de la vingtaine, j'ai commencé à réfléchir à monter la boîte. J'ai monté quand j'avais 30 ans, j'avais pas d'enfant. Et je me rends compte maintenant quand même que c'est bien d'en parler finalement parce que tu vois, j'ai dû être toxique sans m'en rendre compte pour plein de personnes parce que quand tu es toujours en train de dire bah si tu peux faire ça et tu vois tous les trucs là de hustle porn, tous les blog posts qui disent ouais il suffit de bosser et tu arrives dans la vie, en fait les gens ils captent pas que bien sûr que tu peux être une machine de guerre si tu veux, mais quand tu te lèves le matin et que en fait tu as dormi 2 heures comme toi c'est le cas en ce moment, ou que tu cherches ta chaussette pendant 3 heures parce que tu sais pas où tes enfants l'ont foutu, bah bien sûr que ça s'accumule et c'est ok tu peux en fait. Seul, mais bon, c'est difficile quoi. Ouais, et honnêtement, franchement, moi ça fait partie de ma vie. C'est un bonheur extraordinaire d'avoir aussi pu concilier les deux, mais je peux pas le faire sans qu'il y ait un système derrière. Et je pense qu'il faut pas cacher son humanité.
Tu vois. Et ça Mais fait non, mais partie merci de de le cacher son dire, humanité. merci de le dire. Mais je sais que tu avais parlé aussi, et tu parlais de ça un petit peu sur le fait que tu avais été enceinte pendant ton aventure entrepreneuriale. Merci de le dire, c'est super important. J'ai une copine qui dit des choses comme ça sur la dyslexie aussi, tu vois, qui Super, a créé Certified Dyslexique, Trop quoi, tu bien. vois, pour assumer ça, le dire dans Ouais. les boîtes, et c'est canon, et ça fait du bien, il faut. Ouais, c'est un bon point, ça. Il y a une fondatrice qui s'appelle Pip Jamieson, qui est à Londres, qui met dans ses signatures d'email Happily Dyslexic. Ouais, Et ça, c'est vachement bien aussi. Moi, j'avais un boss qui était dyslexique aussi dans ma vie antérieure. Et il en parlait ouvertement. Et il a fini par écrire un livre, ce qui est une prouesse extraordinaire. C'est hyper inspirant de voir des gens qui ownent leurs différences, peu importe ce qu'elles sont. Je pense que l'IA générative va apporter énormément de choses sur le handicap aussi, hein. Sur la dyslexie. J'ai un copain qui a des raccourcis dans tous les sens avec ChatGPT pour corriger les choses, améliorer ce qu'il écrit. Pour les aveugles, hein, OpenAI fait plein de choses. Ouais. Sur les sourds et muets. Enfin, ça c'est des C'est très génial. gros sujets, des très beaux sujets. Ouais. Il ne faut pas du tout les ignorer. Il y a quand même des Ah choses non. fantastiques qui se passent. Oui, il y a des trucs extraordinaires. Encore une fois, en fait, si tu veux, on arrive dans une caverne où on voit rien et on a juste une torche et on éclaire certains côtés. Et si on éclaire que les côtés négatifs, on voit pas tous les autres merveilles qu'il y a derrière. Il y a des trucs géniaux, en fait. Et ça peut être un grand égalisateur, les AI. Peut-être le grand égalisateur du 21e siècle. Ça serait génial. Je pense que c'est une possibilité, mais bien sûr qu'il va falloir travailler pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que quand on parle d'avoir des tuteurs dans sa poche, en fait, il faut avoir un téléphone. Et donc, en Inde ou au Guatemala, c'est pas forcément le cas par rapport à New York ou Paris. Donc, il faut juste poser ces questions-là. En fait, comment on fait Bien pour que sûr. tout le monde ait accès à ça? Non, mais c'est extraordinaire, en effet. Et merci pour ton exemple. Cette prolongation du médecin dans sa poche, de cet assistant dans sa poche, du savoir humain accessible immédiatement et rendu hyper efficace, hyper lisible, donné donc au monde entier, en effet, et pas uniquement aux pays développés, à la France, aux États-Unis, mais en Inde, en Afrique et dans l'ensemble de l'Asie, dans le monde entier. Ça, c'est une révolution extraordinaire. Et pour moi, ça vaut énormément de choses. Ça vaut énormément de prise de risques et de sacrifices, tout ça. Absolument. Donc, on va avoir pas mal de challenges. Marie, peut-être dernière question. Toi, intelligence artificielle générale, ça te parle? Tu penses qu'on va y arriver? Tu penses que ça veut dire quelque chose ou pas? En fait, honnêtement, ça me parle pas trop. Après, oui, on va y arriver. C'est-à-dire que quand on va y arriver, ça veut dire on sera plus l'espèce la plus intelligente. Mais encore une fois, est-ce que l'intelligence, c'est l'objectif? Est-ce que c'est ça la vie? D'être la personne la plus intelligente? Peut-être pas. Moi, je pense que c'est très très bien, que ça va nous rendre beaucoup beaucoup plus humbles en fait, par rapport à cette notion d'intelligence, et nous faire découvrir peut-être plein d'autres valeurs plus importantes aussi. Mais moi, je le crois aussi sincèrement. Donc, je vois pas ça comme une menace. Oh, ça va arriver. On s'en fout de la date, en fait. À un moment donné, on est toujours en constante évolution. Et parfois, c'est plus désagréable que d'autres fois parce que c'est vraiment, on arrive dans l'inconnu. Mais c'est ça l'exploration. Si tu veux, historiquement, on allait découvrir des nouveaux continents. Donc, on cherche à découvrir des nouvelles choses. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste se dire comment on fait pour s'éduquer. Donc, si vous écoutez ce podcast et vous dites, mais je suis complètement larguée, ça me fait flipper. Mais en fait, commencer, c'est une marche à la fois, en fait. On ne va pas se dire, c'est une montagne le truc. On va dire, tiens, je vais aller sur ChatGPT, je vais voir ce que c'est déjà. Et vous allez voir, c'est pas... Si tu parles à Yann Lequin ou d'autres personnes comme ça, ils vont te dire non mais franchement, flippez pas. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils l'utilisent. Et en fait, quand on ne sait pas, on a peur. Donc il faut aussi utiliser et se confronter à la réalité de ce que c'est. Et faites-vous votre propre opinion. Mais il ne faut pas être paralysé dans l'inaction et la peur parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Utiliser 30 minutes par jour. Moi, c'est ce que je recommande. Hein. Ouais. C'est en tant que médecin de ChatGPT, 30 minutes par jour. Vous faites 20 prompts par jour. Non, ça va être super. Marie, dernière question, rapidement. Un livre ou un film de science-fiction que tu nous recommandes? Mais tu peux me choisir, si tu veux, tu peux me prendre un autre genre aussi. De science-fiction. Alors moi, clairement, j'étais quelqu'un qui regardait pas trop des films de science-fiction. Mais il y en a un que j'ai bien aimé qui s'appelle Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, parce que moi en fait c'est l'humain qui me plaît dans cette histoire-là, et là ils partaient sur un voyage très long. C'est ça, dans ce grand vaisseau spatial avec une piscine. En fait, ils sont tous les deux. Ils sont les deux à s'être réveillés seulement, et les autres sont cryogénisés. Ouais.
le rêve de Peter Thiel, by the way, et plein d'autres personnes comme Brian Johnson, etc. Et donc, lui, en fait, il l'a réveillée, elle, parce qu'il voulait pas être seul. Et c'est ça, le Il concept. a plutôt bien choisi. C'est clair. Bizarrement. Tiens, Jennifer Lawrence. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Pour moi, je suis clairement intéressée par l'humain. C'est ça qui me plaît, moi, dans la relation au quotidien. Et je pense qu'au final, on a... Si tu veux, l'AI, c'est un outil, encore une fois. Mais pourquoi ? Et c'est pour régler le fait que les gens étaient déçus des relations entre humains. Donc, ça nous donne une opportunité peut-être de retravailler ces relations-là et de bosser. Il va falloir bosser, mais dans un sens qui nous plaît. Génial. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Nico. C'était super. À très bientôt. Merci, Marie. À Salut. bientôt. Salut. Parfait. Top. Done. Merci beaucoup. Comment t'es arrivé ? Ah ouais, bravo, Ah ouais. T'es on the buzzer là.